C'est un exercice un petit peu difficile de parler en dernier parce que du coup il va y avoir des redites, donc peut-être que ça va m'aider à gagner du temps. Donc je vais vous parler des déterminants des parcours de soins. Donc je suis anthropologue et donc dans le jargon des anthropologues, on va plutôt parler de logique sociale, logique culturelle, logique symbolique, logique économique, etc. Donc, ma présentation va reposer sur différents travaux et recherches que j'ai menés il y a très longtemps, dans des quartiers populaires, donc inscrits dans un quartier spécifique. Dans le cadre de ma thèse, et donc c'était au Brésil, et donc sur les conduites de santé, et beaucoup plus récemment, donc un travail sur le renoncement aux soins au sein de l'IRDES dans le cadre d'un programme de recherche financé par l'adresse et la mire, et l'année qui a suivi, un travail sur l'accès aux soins en milieu rural des bénéficiaires de la CMU avec une partie testing et une partie d'analyse qualitative en rencontrant donc des personnes, en particulier des bénéficiaires de la CMU. Donc mes méthodes sont des méthodes d'anthropologue, donc des entretiens approfondis, avec des entretiens centrés sur des récits de vie et des récits de soins, focalisés, puisque c'est les questions qui m'intéressaient, sur des personnes pauvres ou précaires, mais avec toujours une dimension comparative quand je travaille. Donc je rencontre aussi les autres et pour essayer de voir ce qui peut les différencier. Donc, du coup, plusieurs terrains, et donc en France, le nord de la France, et pour les questions rurales, la Nièvre. Alors, la redistribution et les lois mises en œuvre par l'État social donc, visent à réduire les inégalités économiques, notamment dans ces dimensions de restriction de l'accès aux soins. Mais la pauvreté n'a pas qu'une dimension matérielle, comme je le représente sur ce diaporama. Et la dimension subjective continue à empêcher les gens de se soigner. Donc très vite sur la définition de la pauvreté, vous la connaissez, donc c'est par rapport à un revenu médian, donc à mettre en relation avec le niveau de vie dans un pays donné. Et donc, ces définitions, en tout cas celles qui sont utilisées en France et dans d'autres pays européens, sont des définitions relatives. Ça ne suffit pas, il y a beaucoup de travaux de recherche portant sur les définitions de la pauvreté, je vais passer. Mais ce qui est important de dire, c'est que les gens incorporent l'étiquette de pauvre, et que ça construit aussi leur manière d'être et leur manière de faire. Et donc cette étiquette, c'est une étiquette péjorative, donc je parle donc d'une stigmatisation des pauvres, et donc ils sont considérés dans les représentations dominantes au sein de la société comme des inutiles puisqu'ils ne sont pas productifs, comme coûtant cher à la sécurité sociale. Robert Castel parlait des sans, donc c'est les sans-papiers, les sans-emploi, les sans-domicile, etc., etc. Donc, sur cette partie de mes diapositives, je pense que je vais aller assez vite parce que c'est des choses à la fois que vous connaissez et qui ont déjà été dites. Donc, la protection sociale est là pour protéger, enfin, en particulier l'assurance maladie, les plus vulnérables face au coût des soins. Alors les limites de la protection sociale, donc c'est très vite. En vert, j'ai mis les dispositifs qui ont été mis en place, en particulier relativement récemment, depuis une quinzaine d'années. Donc c'est un empilement de dispositifs. Donc par rapport au premier pilier, la CMU de base, donc assurance maladie, CMU de base, l'aide médicale d'État pour les étrangers sans papier. Le deuxième problème qui se pose, c'est donc celui de la part non remboursée par l'assurance maladie. Donc la question des complémentaires santé qui viennent répondre à ce besoin. L'accès inégalitaire aux complémentaires santé, ça a été dit.
et donc des dispositifs pour répondre à ces questions. La CMU complémentaire, l'ACS, je vais très vite, reste donc des personnes qui n'ont pas de mutuelle ou qui ont une mutuelle mais une mauvaise couverture. Donc, troisième point, c'est la question de faire l'avance de frais. Donc, le tiers payant est là pour y répondre. Et donc, il reste plusieurs problématiques donc, qui limitent la protection des personnes. Donc, d'abord, l'articulation entre ces dispositifs. Je vous ai dit que c'est un empilement, et ça, je crois que personne ne l'a dit aujourd'hui. Donc, par exemple, quand on est une personne en situation de précarité, on a une situation sociale instable, on passe d'un régime à un autre, et donc il y a des ruptures de droits avec des personnes qui, éventuellement, ne pensent pas forcément à renouveler leur droit à la CMU. Donc, c'est aussi des questions qui se posent. Il y a la question du déni de droit. Donc ça, c'est la question du refus de recevoir des bénéficiaires de la CMI ou de l'aide médicale d'État de la part de certains professionnels. Et la question des non-recours sur lesquels je vais revenir en dépit des droits ouverts ou potentiels. Mais il y a eu une intervention qui venait parler de l'ACS et qui vous a rappelé les taux de non-recours. Du coup, sur la question du non-recours au droit, je vais aussi aller très vite. Donc, la synthèse, c'est que donc, les personnes qui sont dans ces situations de pauvreté ou de précarité ont un manque de connaissances sur les droits liés à des situations d'exclusion sociale. Donc l'exclusion, c'est justement ne pas avoir les informations par rapport à ça. C'est aussi un positionnement par rapport à la façon dont on est regardé par le reste de la société. Donc des personnes qui ont honte, des personnes aussi marginales, etc., etc. Donc ce manque de connaissances est associé à des difficultés liées à la complexité du système, je passe, et la lourdeur de certaines démarches administratives. Je passe aussi parce que ça a été dit, et je vous rappelais les différents taux de non-recours à la CMU, à la ACS. Et j'ajouterais par contre que ce non-recours, il est aussi expliqué par une défiance de ces populations à l'égard des institutions sociales, institutions de soins. Et donc ça, je vais y revenir. Mais comme j'ai plutôt parlé des soins, je voulais quand même rappeler que les services sociaux, c'est sans doute important dans notre société. Ça permet de résoudre un certain nombre de situations. C'est une forme d'accompagnement. On a beaucoup parlé d'accompagnement. Mais quand on côtoie un certain nombre de populations qui sont dans la grande pauvreté, il y a une méfiance quasiment institutionnalisée à l'égard des services sociaux. Pas tous, mais c'est quand même extrêmement fréquent. Et quand on parle avec ces gens-là, la hantise, même quand on parle de santé, c'est le placement des enfants. Et le placement des enfants, c'est une question complètement cruciale et qui peut amener à ne pas aller vers des services sociaux, justement parce qu'on a peur que ces services ils viennent jeter un regard sur ce qui se passe à la maison. Pardon. Alors, je vais donc évoquer rapidement. Donc, c'est un peu une continuité par rapport aux présentations de ce matin sur les déterminants. Donc, qu'est-ce qui détermine la forme que prennent les parcours de soins de manière générale? Donc, un rappel. Donc, il y a tout d'abord des contraintes structurelles. Ces contraintes structurelles, elles sont soit liées au système de protection sociale, soit liées à l'organisation du système de soins. Comme j'étais dans un atelier accès au droit, j'ai complètement zappé la question de l'organisation du système de soins parce que fallait faire des choix. Hein, c'est pas parce que l'un est plus important que l'autre. Donc la question des droits et du non-recours au droit, je viens de l'évoquer, mais donc ces droits, le type de droit auquel on a accès va déterminer la manière dont on va se soigner. Entre l'aide médicale d'État et la CMU, par exemple, on sait très bien qu'on ne va pas pouvoir accéder au même type de soins. Entre quelqu'un qui a la CMU complémentaire
et qui a besoin de soins dentaires, et quelqu'un qui est juste au-dessus des seuils CMU, ACS et qui a une complémentaire qui ne prend pas en charge les soins dentaires, on comprend bien qu'on ne va pas pouvoir non plus accéder au même type de soins. Donc, les contraintes budgétaires, c'est aussi donc, le reste à charge et le reste à vivre qui a été évoqué. Désolée, ça fait un peu catalogue, mais pour que ça puisse être cohérent. La disponibilité des professionnels, leur accessibilité géographique, financière, etc. L'orientation des professionnels, que font les professionnels des personnes vers le reste du système de soins. Les normes en vigueur, c'est-à-dire que les personnes ne peuvent pas choisir ce qu'elles veulent faire au sein du système de santé puisqu'il y a des éléments normatifs comme le parcours de soins coordonnés, mais d'autres. Donc ça, c'est le premier point. D'autre part, pour arriver à une dimension un petit peu plus anthropologique et sociologique, la manière dont les personnes se soignent est aussi modelée par leur environnement social et culturel. Donc, les manières de soigner qui ont été acquises dans l'enfance vont déterminer la façon dont on va se soigner plus tard dans sa vie. Les représentations de la maladie, les modèles d'explication que l'on donne à la maladie que l'on a à un moment donné va déterminer également les manières dont on va se soigner. Et puis, les expériences antérieures au sein du système de soins ou de recours au droit également, mais sont socialement déterminées. Et donc, ces expériences, quelqu'un a parlé tout à l'heure, a dit qu'il ne fallait pas forcément s'intéresser aux éléments individuels des histoires, mais là-dessus, je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que les expériences, elles sont socialement déterminées. Donc, quand on est pauvre, on a plus de chances de subir des situations d'humiliation, de discrimination, etc., des rapports de domination. Donc, ce sont des éléments que j'ai mis dans les déterminations comme quelque chose qui détermine structurellement. Et donc, quand je parlais en particulier de normes ou de représentation de la maladie, etc., ce sont des contraintes qui sont intériorisées par les personnes, mais ça reste pour autant des contraintes et donc qui pèsent sur les choix des personnes quand elles se soignent, même si ce n'est pas toujours conscient. Donc, ça, c'était les éléments structurels. Après, chaque parcours doit être analysé pour lui-même et réinscrit dans une histoire individuelle et familiale, dans des expériences antérieures, comme je l'ai dit, qui peuvent être communes à un groupe social, mais qui peuvent être aussi singulières au sein d'un groupe social. Donc, ces expériences, elles agissent à ces deux niveaux. Et elles dépendent bien sûr du problème de santé, du contexte dans lequel il survient, à quel moment d'une histoire de vie, etc. Par ailleurs, ce qui est important à dire, c'est que quand on analyse les manières de se soigner des gens, il n'y a pas que des logiques médicales au cœur des parcours de soins, mais des logiques identitaires avec des enjeux de place également. Par exemple, une personne va choisir de se soigner d'une manière ou d'une autre en fonction des rôles qu'elle doit assumer dans sa vie. Et donc, elle va renoncer à des soins si elle sait, par exemple, que si elle se soigne de telle façon, elle ne pourra plus assumer ses rôles. Rôle de mère, un agriculteur qui ne pourra plus s'occuper de ses bêtes parce qu'il a été hospitalisé, etc. Les thérapies, par exemple, ont des effets sur la manière dont on vit au quotidien et donc on va aussi faire des choix en fonction de ce type de... Je suis désolée, je suis allée très vite. Donc des logiques identitaires. Donc je passe... Je vais rester sur ce dernier transparent parce que c'est quand même important. Et donc là, je vous ai présenté la façon dont les déterminants généraux des parcours de soins. Mais qu'est-ce que ça signifie être pauvre? Et donc, du coup, être pauvre, qu'est-ce que ça va entraîner sur ces parcours de soins? Donc, les conditions de vie, donc matérielles, vont marquer la façon de se soigner. Donc, par exemple, la pénurie chronique qui va, par exemple, quand elle est dans le temps, elle va entraîner dans certains milieux une culture de la privation.
ces conditions matérielles induisent un certain rapport au monde. Je ne détaille pas au temps, au corps, aux institutions, un rapport aux autres, etc. Mais il y a également, au sein de certains groupes sociaux, la construction d'une identité sociale positive, avec des valeurs qui sont importantes au sein de ce groupe. J'ai travaillé particulièrement sur les milieux ouvriers du nord de la France, où les valeurs telles que le courage, l'endurance, les valeurs d'autonomie, c'est-à-dire ne pas dépendre des autres, ne pas dépendre des institutions, sont des valeurs cruciales et donc qui vont impacter la manière de se soigner. Et donc je parlais des conditions matérielles, les expériences subjectives de la pauvreté sont aussi essentielles. Donc la disqualification au sein de la société des plus pauvres, les expériences structurantes dont je vous ai parlé au sein du système de soins ou du système de protection sociale quand on va chercher ses droits. Tout ça a des conséquences et des conséquences identitaires. Les personnes peuvent ressentir en réaction à la manière dont elles sont regardées un sentiment de honte, une faible estime, une perte de confiance et des attitudes de défiance à l'égard en particulier des dispositifs institutionnels et des professionnels de soins qui peuvent aller donc jusqu'au non-recours et au renoncement. Je passe sur les exemples et donc je conclus très rapidement, puisqu'il y en a, enfin, il y a certaines perspectives d'action qui ont déjà été évoquées, donc réduire les inégalités d'accès complémentaire santé, réduire le non-recours. Peut-être que je me concentrerai un tout petit peu aussi sur la question de la confiance entre professionnels et personnes en difficulté. Donc, j'ai pas eu le temps de développer suffisamment, mais cette défiance, elle peut être levée si chacun apprend à mieux connaître l'autre. Et donc, il y a des dispositifs de co-formation où chacun, alors c'est des dispositifs qui sont faits sur des petits groupes, mais où des professionnels passent du temps, plusieurs jours, avec des personnes qui vivent dans la grande pauvreté, et chacun apprenant à se connaître, à connaître les préjugés et à lever ces éléments. Et donc également promotion de la santé, mais Paul me regarde, donc je vais arrêter. Je vous remercie.